Le vicomte de Bragelonne, partie 57 du livre audio, chapitre 240, Entre femmes. D'Artagnan n'avait pu se cacher à ses amis aussi bien qu'il l'eût désiré. Le soldat stoïque, l'impassible homme d'armes, vaincu par la crainte et les pressentiments, avait donné quelques minutes à la faiblesse humaine. Aussi, quand il eut fait taire son cœur et calmé le tressaillement de ses muscles, se tournant vers son laquais, silencieux serviteur toujours aux écoutes pour obéir plus vite. « Rabaud, dit-il, tu sauras que je dois faire 30 lieues par jour. »« Bien, mon capitaine, répondit Rabaud. Et, à partir de ce moment, D'Artagnan, fait à l'allure du cheval, comme un véritable centaure, ne s'occupa plus de rien, c'est-à-dire qu'il s'occupa de tout. Il se demanda pourquoi le roi le rappelait, pourquoi le masque de fer avait jeté un plat d'argent aux pieds. Quant au premier sujet, la réponse fut négative. Il savait trop que, le roi l'appelant, c'était par nécessité. Il savait encore que Louis XIV devait éprouver l'impérieux besoin d'un entretien particulier avec celui qu'un si grand secret mettait au niveau des plus hautes puissances du royaume. Mais, quant à préciser le désir du roi, D'Artagnan ne s'en trouvait pas capable. Le mousquetaire n'avait plus de doute non plus sur la raison qui avait poussé l'infortuné Philippe à dévoiler son caractère et sa naissance. Philippe, enseveli à jamais sous son masque de fer, exilé dans un pays où les hommes semblaient servir les éléments, Philippe, privé même de la société de D'Artagnan, qui l'avait comblé d'honneur et de délicatesse, n'avait plus à voir que des spectres et des douleurs en ce monde. Et le désespoir commençant à le mordre, il se répandait en plaintes, croyant que les révélations lui susciteraient un vengeur. La façon dont le mousquetaire avait failli tuer ses deux meilleurs amis, la destinée qui avait si étrangement amené Athos en participation du secret d'État, les adieux de Raoul, l'obscurité de cet avenir qui allait aboutir à une triste mort, tout cela renvoyait incessamment D'Artagnan à de lamentables prévisions, que la rapidité de la marche ne dissipait pas comme jadis. D'Artagnan passait de ces considérations aux souvenirs de Porthos et d'Aramis proscrits. Il les voyait fugitifs, traqués, ruinés l'un et l'autre, laborieux architectes d'une fortune qu'il leur faudrait perdre. Et, comme le roi appelait son homme d'exécution en un moment de vengeance et de rancune, D'Artagnan tremblait de recevoir quelque commission dont son cœur eût saigné. Parfois, montant les côtes, quand le cheval essoufflé enflait ses naseaux et développait ses flancs, le capitaine, plus libre de penser, songeait à ce prodigieux génie d'Aramis, génie d'astuce et d'intrigue, comme en avaient produit deux la fronde et la guerre civile. Soldat, prêtre et diplomate, galant, avide et rusé, Aramis n'avait jamais pris les bonnes choses de la vie que comme marchepied pour s'élever aux mauvaises. Généreux esprit, sinon cœur d'élite, il n'avait jamais fait le mal que pour briller un peu plus. Vers la fin de sa carrière, au moment de saisir le but, il avait fait comme le patricien Fiesque, un faux pas sur une planche, et était tombé dans la mer. Mais Porthos, ce bon et naïf Porthos, voir Porthos affamé, voir Mousqueton sans dorure, emprisonné peut-être, voir Pierrefonds, Bracieux, rasé quant aux pierres, déshonoré quant aux futaies, c'était là autant de douleurs poignantes pour D'Artagnan, et, chaque fois qu'une de ces douleurs le frappait, il bondissait comme son cheval à la piqûre du temps sous les voûtes de feuillage. Jamais l'homme d'esprit ne s'est ennuyé s'il a le corps occupé par la fatigue. Jamais l'homme sain de corps n'a manqué de trouver la vie légère si quelque chose a captivé son esprit. D'Artagnan, toujours courant, toujours rêvant, descendit à Paris, frais et tendre de muscles, comme l'athlète qui s'est préparé pour le gymnase. Le roi ne l'attendait pas sitôt et venait de partir pour chasser du côté de Meudon. D'Artagnan, au lieu de courir après le roi comme il eût fait au temps jadis, se débota
se mit au bain et attendit que sa majesté fût revenue bien poudreuse et bien lasse. Il occupa les 5 heures d'intervalle à prendre, comme on dit, l'air de la maison, et à se cuirasser contre toutes les mauvaises chances. Il apprit que le roi, depuis 15 jours, était sombre, que la reine-mère était malade et fort accablée, que monsieur, frère du roi, tournait à la dévotion, que madame avait des vapeurs et que monsieur de Guiche était parti pour une de ses terres. Il apprit que monsieur Colbert était rayonnant, que monsieur Fouquet consultait tous les jours un nouveau médecin qui ne le guérissait point, et que sa principale maladie n'était pas de celle que les médecins guérissent, sinon les médecins politiques. Le roi, dit-on à D'Artagnan, faisait à monsieur Fouquet la plus tendre mine, et ne le quittait plus d'une semelle, mais le surintendant, touché au cœur comme ces beaux arbres qu'un ver a piqués, dépérissait malgré le sourire royal, ce soleil des arbres de cour. D'Artagnan apprit que mademoiselle de la Vallière était devenue indispensable au roi, que le prince, durant ses chasses, s'il ne l'emmenait point, lui écrivait plusieurs fois, non plus des vers, mais, ce qui était bien pis, de la prose, et par pages. Aussi voyait-on le premier roi du monde, comme disait la Pléiade poétique d'alors, descendre de cheval, d'une ardeur sans seconde, et, sur la forme de son chapeau, crayonner des phrases en phébus, que M. de Saint-Aignan, aide-de-camp à perpétuité, portait à la Vallière, au risque de crever ses chevaux. Pendant ce temps, les daims et les faisans prenaient leurs ébats chassés si mollement que, disait-on, l'art de la vénerie courait risque de dégénérer à la cour de France. D'Artagnan alors pensa aux recommandations du pauvre Raoul, à cette lettre de désespoir destinée à une femme qui passait sa vie à espérer, et, comme D'Artagnan aimait à philosopher, il résolut de profiter de l'absence du roi pour entretenir un moment mademoiselle de la Vallière. C'était chose aisée. Louise, pendant la chasse royale, se promenait avec quelques dames dans une galerie du palais royal, où précisément le capitaine des mousquetaires avait quelques gardes à inspecter. D'Artagnan ne doutait pas que, s'il pouvait entamer la conversation sur Raoul, Louise ne lui donnât quelque sujet d'écrire une bonne lettre au pauvre exilé. Or, l'espoir, ou du moins la consolation pour Raoul, en une disposition du cœur comme celle où nous l'avons vue, c'était le soleil, c'était la vie de 2 hommes qui étaient bien chers à notre capitaine. Il s'achemina donc vers l'endroit où il savait trouver mademoiselle de la Vallière. D'Artagnan trouva la Vallière fort entourée. Dans son apparente solitude, la favorite du roi recevait, comme une reine, plus que la reine peut-être, un hommage dont madame avait été si fière, alors que tous les regards du roi étaient pour elle et commandaient tous les regards des courtisans. D'Artagnan, qui n'était pas un muguet, ne recevait pourtant que caresses et gentillesses des dames. Il était poli comme un brave, et sa réputation terrible lui avait concilié autant d'amitié chez les hommes que d'admiration chez les femmes. Aussi, en le voyant entrer, les filles d'honneur lui adressèrent-elles la parole. Elles débutèrent par des questions. Où avait-il été? Qu'était-il devenu? Pourquoi ne l'avait-on pas vu faire, avec son beau cheval, toutes ces belles voltes qui émerveillaient les curieux au balcon du roi? Il répliqua qu'il arrivait du pays des oranges. Ces demoiselles se mirent à rire. On était au temps où tout le monde voyageait, et où, pourtant, un voyage de 100 lieues était un problème résolu souvent par la mort. « Du pays des oranges » s'écria mademoiselle de Tonnay-Charente. « De l'Espagne » ?»« Hé, fit le mousquetaire. « De Malte » dit Montalais. « Ma foi, vous approchez, mesdemoiselles. »« C'est du Nil » demanda la Vallière. « Mademoiselle, dit D'Artagnan, je ne veux pas vous faire chercher. C'est du pays où monsieur de Beaufort s'embarque à l'heure qu'il est pour passer en Alger. »« Avez-vous vu l'armée » demandèrent plusieurs belliqueuses. « Comme je vous vois, » répliqua D'Artagnan. « Et la flotte ?»« J'ai tout vu. »« Avons-nous des amis par là » fit mademoiselle de Tonnay-Charente froidement, mais de manière à attirer l'attention sur ce mot d'une portée calculée. « Mais, répliqua D'Artagnan, nous avons monsieur de la Guillotière, monsieur de Mouchy, monsieur de Bragelonne. »
La Vallière pâlit. « Monsieur de Bragelonne !» s'écria la perfide Athénaïs. « Eh quoi, il est parti en guerre, lui ?» Montalais lui marcha sur le pied, mais vainement. « Savez-vous mon idée ?» continua-t-elle sans pitié en s'adressant à d'Artagnan. « Non, mademoiselle, et je voudrais bien la savoir. »« Mon idée, c'est que tous les hommes qui vont faire cette guerre sont des désespérés que l'amour a traités mal, et qui vont chercher des noirs moins cruels que ne l'étaient les blanches. » Quelques dames se mirent à rire. La Vallière perdait son maintien. Montalais toussait à réveiller un mort. « Mademoiselle, interrompit d'Artagnan, vous faites erreur quand vous parlez des femmes noires de Gigeli. Les femmes, là-bas, ne sont pas noires. Il est vrai qu'elles ne sont pas blanches. Elles sont jaunes. »« Jaunes ?»« Et n'en dites pas de mal. Je n'ai jamais vu de plus belle couleur à marier avec des yeux noirs et une bouche de corail. »« Tant mieux pour monsieur de Bragelonne, fit mademoiselle de Tonnay-Charente avec insistance. Il se dédommagera, le pauvre garçon. » Il se fit un profond silence sur ces paroles. D'Artagnan eut le temps de réfléchir que les femmes, ces douces colombes, se traitent entre elles beaucoup plus cruellement que les tigres et les ours. Ce n'était pas assez pour Athénaïs d'avoir fait pâlir la Vallière. Elle voulut la faire rougir. Reprenant la conversation sans mesure, « Savez-vous, Louise, dit-elle, que vous voilà un gros péché sur la conscience ?»« Quel péché, mademoiselle ?» balbutia l'infortunée en cherchant un appui autour d'elle sans le trouver. « Eh, mais, poursuivit Athénaïs, ce garçon vous était fiancé, il vous aimait, vous l'avez repoussé. »« C'est un droit qu'on a quand on est honnête femme, » reprit Montalais d'un air précieux. « Lorsqu'on sait ne devoir pas faire le bonheur d'un homme, mieux vaut le repousser. » Louise ne put pas comprendre si elle devait un blâme ou un remerciement à celle qui la défendait ainsi. « Repousser, repousser, c'est fort bon, dit Athénaïs. Mais là n'est pas le péché que mademoiselle de la Vallière aurait à se reprocher. Le vrai péché, c'est d'envoyer ce pauvre Bragelonne à la guerre où l'on trouve la mort. » Louise passa une main sur son front glacé. « Et s'il meurt, continua l'impitoyable, vous l'aurez tué, voilà le péché. » Louise, à demi morte elle-même, vint en chancelant prendre le bras du capitaine des mousquetaires, dont le visage trahissait une émotion inaccoutumée. « Vous aviez à me parler, monsieur d'Artagnan, dit-elle d'une voix altérée par la colère et la douleur. Qu'aviez-vous à me dire ? » D'Artagnan fit plusieurs pas dans la galerie, tenant Louise sous son bras. Puis, lorsqu'ils furent assez loin des autres, « Ce que j'avais à vous dire, mademoiselle, répliqua-t-il. Mademoiselle de Tonnay-Charente vient de vous l'exprimer brutalement, mais en entier. » Elle poussa un petit cri et, navrée par cette nouvelle blessure, prit sa course comme ces pauvres oiseaux frappés à mort qui cherchent l'ombre du hallier pour mourir. Elle disparut par une porte au moment où le roi entrait par une autre. Le premier regard du prince fut pour le siège vide de sa maîtresse. N'apercevant pas la Vallière, il fronça le sourcil. Mais aussitôt, il vit d'Artagnan qui le saluait. « Ah, monsieur, dit-il, vous avez fait bonne diligence, et je suis content de vous. » C'était l'expression superlative de la satisfaction royale. Bien des hommes devaient se faire tuer pour obtenir ce mot-là du roi. Les filles d'honneur et les courtisans, qui avaient fait un cercle respectueux autour du roi à son entrée, s'écartèrent en le voyant chercher le secret avec son capitaine de mousquetaires. Le roi prit les devants et emmena d'Artagnan hors de la salle, après avoir encore une fois cherché des yeux la Vallière, dont il ne comprenait point l'absence. Une fois hors de la portée des oreilles curieuses, « Eh bien, dit-il, monsieur d'Artagnan, le prisonnier ? » ?»« Dans sa prison, sire. »« Qu'a-t-il dit en chemin ? » ?»« Rien, sire. »« Qu'a-t-il fait ? » ?»« Il y a eu un moment où le pêcheur à bord duquel je passais à Sainte-Marguerite s'est révolté et m'a voulu tuer. Le prisonnier m'a défendu, au lieu d'essayer à s'enfuir. » Le roi pâlit. « Assez, dit-il. » D'Artagnan s'inclina.
Louis se promena de long en large dans son cabinet. « Vous étiez à Antibes, dit-il, quand M. de Beaufort y est venu ? » ?»« Non, sire, je partais quand le duc est arrivé. »« Ah !» Nouveau silence. « Qu'avez-vous vu là-bas ? » ?»« Beaucoup de gens, » répliqua d'Artagnan avec froideur. Le roi vit que d'Artagnan ne voulait pas parler. « Je vous ai fait venir, monsieur le capitaine, pour vous dire d'aller préparer mes logements à Nantes. »« À Nantes ?» s'écria d'Artagnan. « En Bretagne. »« Oui, sire, en Bretagne. Votre Majesté fait ce long voyage de Nantes ?»« Les États s'y assemblent, » répondit le roi. « J'ai 2 demandes à leur faire. J'y veux être. »« Quand partirai-je ? » dit le capitaine. « Ce soir, demain au soir, car vous avez besoin de repos. »« Je suis reposé, sire. »« À merveille. Alors, entre ce soir et demain, à votre gré. » D'Artagnan salua comme pour prendre congé. Puis, voyant le roi très embarrassé, « Le roi, dit-il, et il fit 2 pas en avant. « Le roi emmène-t-il la cour ? » ?»« Mais oui. »« Alors le roi aura besoin des mousquetaires, sans doute. » Et l'œil pénétrant du capitaine fit baisser le regard du roi. « Prenez-en une brigade, » répliqua Louis. « Voilà tout ? Le roi n'a pas d'autres ordres à me donner ? » ?»« Non. »« Ah, si fait. J'écoute. Au château de Nantes, qui est fort mal distribué, dit-on, vous prendrez l'habitude de mettre des mousquetaires à la porte de chacun des principaux dignitaires que j'emmènerai. »« Des principaux ? » ?»« Oui. »« Comme par exemple à la porte de M. de Lyonne ? » ?»« Oui. »« De M. le Tellier ? » ?»« Oui. »« De M. de Brienne ? » ?»« Oui. »« Et de M. le surintendant ? » ?»« Sans doute. »« Fort bien, sire. Je serai parti demain. » « Oh, encore un mot, monsieur d'Artagnan. Vous rencontrerez à Nantes monsieur le duc de Gesvres, capitaine des gardes. Ayez soin que vos mousquetaires soient placés avant que ces gardes n'arrivent. »« Oui, sire. »« Et si monsieur de Gesvres vous questionnait ? » ?»« Allons donc, sire. Est-ce que monsieur de Gesvres me questionnera ? » Et cavalièrement, le mousquetaire tourna sur ses talons et disparut. « À Nantes, se dit-il en descendant les degrés. Pourquoi n'a-t-il pas osé dire tout de suite à Belle-Île ? Comme il touchait à la grande porte, un commis de M. de Brienne courut après lui. « Monsieur d'Artagnan, dit-il, pardon. Qu'y a-t-il, monsieur Ariste ? C'est un bon que le roi m'a chargé de vous remettre. »« Sur votre caisse ? » demanda le mousquetaire. « Non, monsieur, sur la caisse de monsieur Fouquet. » D'Artagnan, surpris, lut le bon, qui était de la main du roi, et pour 200 pistoles. Quoi, pensa-t-il, après avoir remercié gracieusement le commis de M. Brienne. C'est par M. Fouquet qu'on fera payer ce voyage-là ? Mordiou ! Voilà du pur Louis XI. Pourquoi n'avoir pas fait ce bon sur la caisse de M. Colbert ? Il eût payé avec tant de joie. Et d'Artagnan, fidèle à son principe de ne laisser jamais refroidir un bon à vue, s'en alla chez M. Fouquet pour toucher ses 200 pistoles. Chapitre 241. La Seine. Le surintendant avait sans doute reçu avis du prochain départ pour Nantes, car il donnait un dîner d'adieu à ses amis. Du bas de la maison jusqu'en haut, l'empressement des valets portant des plats et l'activité des registres témoignaient d'un bouleversement prochain dans la caisse et dans la cuisine. D'Artagnan, son bon à la main, se présenta dans les bureaux où cette réponse lui fut faite qu'il était trop tard pour toucher, que la caisse était fermée. Il répondit par ce seul mot : « Service du roi ». Le commis, un peu troublé, tant la mine du capitaine était grave, répliqua que c'était une raison respectable, mais que les habitudes de la maison étaient respectables aussi. Qu'en conséquence, il priait le porteur de repasser le lendemain. D'Artagnan demanda qu'on lui fît voir M. Fouquet. Le commis riposta que M. le surintendant ne se mêlait point de ces sortes de détails, et, brusquement, il ferma sa dernière porte au nez de d'Artagnan. Celui-ci avait prévu le coup et mis sa botte entre la porte et le chambranle, de sorte que la serrure ne joua point et que le commis se rencontra encore nez à nez avec son interlocuteur. Aussi changea-t-il de thème pour dire à d'Artagnan : «
avec une politesse effrayée. « Si monsieur veut parler à monsieur le surintendant, qu'il aille aux antichambres. Ici sont les bureaux où monseigneur ne vient jamais. »« À la bonne heure. Dites donc cela, » répliqua d'Artagnan. « De l'autre côté de la cour, » fit le commis, enchanté d'être libre. D'Artagnan traversa la cour et tomba au milieu des valets. « Monseigneur ne reçoit pas à cette heure, » lui fut-il répondu par un drôle qui portait sur un plat de vermeil 3 faisans et 12 cailles. « Dites, lui, » fit le capitaine en arrêtant le valet par le bout de son plat, « que je suis monsieur d'Artagnan, capitaine lieutenant des mousquetaires de Sa Majesté. » Le valet poussa un cri de surprise et disparut. D'Artagnan l'avait suivi à pas lents. Il arriva juste à temps pour trouver dans l'antichambre monsieur Pélisson qui, un peu pâle, venait de la salle à manger et accourait aux renseignements. D'Artagnan sourit. « Ce n'est rien de fâcheux, monsieur Pélisson, rien qu'un petit bond à toucher. »« Ah !» fit en respirant l'ami de Fouquet. Et il prit le capitaine par la main, l'attira derrière lui et le fit entrer dans la salle où bon nombre d'amis intimes entouraient le surintendant, placé au centre et enseveli dans un fauteuil à coussins. Là se trouvaient réunis tous les épicuriens qui, naguère à Vaux, faisaient les honneurs de la maison, de l'esprit et de l'argent de M. Fouquet. Amis joyeux, tendres pour la plupart, ils n'avaient pas fui leur protecteur à l'approche de l'orage, et, malgré les menaces du ciel, malgré le tremblement de terre, ils se tenaient là, souriants, prévenants, dévoués à l'infortune, comme ils l'avaient été à la prospérité. À la gauche du surintendant, madame de Bellière, à sa droite, madame Fouquet, comme si, bravant la loi du monde et faisant taire toute raison des convenances vulgaires, les 2 anges protecteurs de cet homme se réunissaient pour lui prêter, à un moment de crise, l'appui de leurs bras entrelacés. Madame de Bellière était pâle, tremblante et pleine de respectueuses intentions pour madame la surintendante, qui, une main sur la main de son mari, regardait anxieusement la porte par laquelle Pélisson allait amener d'Artagnan. Le capitaine entra plein de courtoisie d'abord et d'admiration ensuite, quand, de son regard infaillible, il eut deviné, en même temps qu'embrassé, la signification de toutes les physionomies. Fouquet, se soulevant sur son fauteuil, « Pardonnez-moi, dit-il, monsieur d'Artagnan, si je n'ai pas été vous recevoir comme venant au nom du roi. » Et il accentua ces derniers mots avec une sorte de fermeté triste qui pénétra d'effroi le cœur de ses amis. « Monseigneur, répliqua d'Artagnan, je ne viens pas chez vous au nom du roi, si ce n'est pour réclamer le paiement d'un bon de 200 pistoles. » Tous les fronts se déridèrent. Celui de Fouquet resta seul obscurci. « Ah, dit-il, monsieur, vous partez aussi pour Nantes, peut-être. »« Je ne sais pas où je pars, monseigneur. »« Mais, dit madame Fouquet, rassérénée, vous ne partez pas si vite, monsieur le capitaine, que vous ne nous fassiez l'honneur de vous asseoir avec nous. Madame, ce serait un bien grand honneur pour moi, mais je suis tellement pressé que, vous le voyez, j'ai dû me permettre d'interrompre votre repas pour faire payer ma cédule. »« À laquelle il sera fait réponse par de l'or, » dit Fouquet en faisant un signe à son intendant qui, aussitôt, partit avec le bon que lui tendait d'Artagnan. « Oh, fit celui-ci, je n'étais pas inquiet du paiement. La maison est bonne. » Un douloureux sourire se dessina sur les traits pâlis de Fouquet. « Vous souffrez ?» demanda madame de Bellière. « Votre accès ?» demanda madame Fouquet. « Rien, merci, » répliqua le surintendant. « Votre accès ?» fit à son tour d'Artagnan. « Est-ce que vous êtes malade, monseigneur ? » « J'ai une fièvre tierce qui m'a pris après la fête de Vaux. »« Quelque fraîcheur dans les grottes, la nuit ? » ?»« Non, non, une émotion, voilà tout. »« Le trop de cœur que vous avez mis à recevoir le roi, » dit La Fontaine tranquillement, sans se douter qu'il lançait un sacrilège. « On ne saurait mettre trop de cœur à recevoir le roi, » dit doucement Fouquet à son poète. « Monsieur a voulu dire le trop-plein d'ardeur, » interrompit d'Artagnan avec une franchise parfaite et beaucoup d'aménité. « Le fait est, monseigneur, que jamais l'hospitalité ne fut pratiquée comme à Vaux. »
Madame Fouquet laissa son visage exprimer clairement que, si Fouquet s'était bien conduit envers le roi ne rendait pas la pareille au ministre. Mais d'Artagnan savait le terrible secret. Il le savait seul avec Fouquet. Ces deux hommes n'avaient pas, l'un le courage de plaindre l'autre le droit d'accuser. Le capitaine, à qui l'on apporta les 200 pistoles, allait prendre congé, quand Fouquet, se levant, prit un verre et en fit donner un à d'Artagnan. « Monsieur, dit-il, à la santé du roi, quoi qu'il arrive. »« Et à votre santé, monseigneur, quoi qu'il arrive, » dit d'Artagnan en buvant. Il salua, sur ces paroles de mauvais augure, toute la compagnie, qui se leva dès qu'il eut fait son salut, et on entendit ses éperons et ses bottes jusque dans les profondeurs de l'escalier. « J'ai cru un moment que c'était à moi, et non à mon argent qu'il en voulait, » dit Fouquet en essayant de rire. « À vous » s'écrièrent ses amis. « Et pourquoi, mon Dieu ?»« Oh » fit le surintendant, « ne nous abusons pas, mes chers frères en Épicure. Je ne veux pas faire de comparaison entre le plus humble pêcheur de la terre et le Dieu que nous adorons, mais, voyez-vous, il donna un jour à ses amis un repas qu'on appelle la cène, et qui n'était qu'un dîner d'adieu comme celui que nous faisons en ce moment. » Un cri, douloureuse dénégation, partit de tous les coins de la table. « Fermez les portes, » dit Fouquet, et les valets disparurent. « Mes amis, » continua Fouquet en baissant la voix, « qu'étais-je autrefois? Que suis-je aujourd'hui? Consultez-vous et répondez. Un homme comme moi baisse, par cela même qu'il ne s'élève plus. Que dira-t-on quand il s'abaisse réellement? Je n'ai plus d'argent, je n'ai plus de crédit, je n'ai plus que des ennemis puissants et des amis sans puissance. »« Vite !» s'écria Pélisson en se levant. « Puisque vous vous expliquez avec cette franchise, c'est à nous d'être francs aussi. Oui, vous êtes perdus. Oui, vous courez à votre ruine. Arrêtez-vous. Et tout d'abord, que nous reste-t-il en argent ? » « 700 000 livres, dit l'intendant. « Du pain, murmura madame Fouquet. « Des relais, dit Pélisson. « Des relais. Et fuyez. »« Où cela ? En Suisse, en Savoie, mais fuyez. »« Si monseigneur fuit, dit madame de Bellière, on dira qu'il était coupable et qu'il a eu peur. »« On dira plus, on dira que j'ai emporté 20 millions avec moi. »« Nous ferons des mémoires pour vous justifier, dit La Fontaine. Fuyez. »« Je resterai, dit Fouquet. Et, d'ailleurs, tout ne me sert-il pas ? » « Vous avez Belle-Île, cria l'abbé Fouquet. « Et j'y vais, naturellement, en allant à Nantes, répondit le surintendant. Patience, donc, patience. »« Avant Nantes, que de chemin, dit madame Fouquet. « Oui, je le sais bien, répliqua Fouquet. Mais qu'y faire ? Le roi m'appelle aux États. Je sais bien que c'est pour me perdre, mais refuser de partir, c'est montrer de l'inquiétude. »« Eh bien, j'ai trouvé le moyen de tout concilier, s'écria Pélisson. Vous allez partir pour Nantes. » Fouquet le regarda d'un air surpris. « Mais avec des amis, mais dans votre carrosse jusqu'à Orléans, dans votre gabard jusqu'à Nantes. Toujours prêt à vous défendre si l'on vous attaque, à échapper si l'on vous menace. En un mot, vous emporterez votre argent pour toute chance, et, tout en fuyant, vous n'aurez fait qu'obéir au roi. Puis, touchant la mer quand vous voudrez, vous embarquerez pour Belle-Île. Et, de Belle-Île, vous vous élancerez où vous voudrez, pareil à l'aigle qui sort et prend l'espace quand on l'a débusqué de son aire. » Un assentiment unanime accueillit les paroles de Pélisson. « Oui, faites cela, dit madame Fouquet à son mari. « Faites cela, dit madame de Bellière. « Faites, faites, s'écrièrent tous les amis. « Je le ferai, répliqua Fouquet. « Dès ce soir, dans 1 heure, sur le champ. »« Avec 700 000 livres, vous recommencerez une fortune, dit l'abbé Fouquet. « Qui nous empêchera d'armer des corsaires à Belle-Île ? Et, s'il le faut, nous irons découvrir un nouveau monde, ajouta La Fontaine, ivre de projets et d'enthousiasme.
Un coup frappé à la porte interrompit ce concours de joie et d'espérance. « Un courrier du roi !» cria le maître de cérémonie. Alors, il se fit un profond silence, comme si le message qu'apportait ce courrier n'était qu'une réponse à tous les projets enfantés l'instant d'avant. Chacun attendit ce que ferait le maître, dont le front ruisselait de sueur et qui, véritablement, souffrait de sa fièvre. Fouquet passa dans son cabinet pour recevoir le message de Sa Majesté. Il y avait, nous l'avons dit, un tel silence dans les chambres et dans tout le service que l'on entendait la voix de Fouquet qui répondait « C'est bien, monsieur ». Cette voix était pourtant brisée par la fatigue, altérée par l'émotion. Un instant après, Fouquet appela Gourville, qui traversa la galerie au milieu de l'attente universelle. Enfin, il reparut lui-même parmi ses convives, mais ce n'était plus le même visage, pâle et défait, qu'on lui avait vu au départ. De pâle, il s'était fait livide, et, de défait, décomposé. Spectre vivant, il s'avançait les bras étendus, la bouche desséchée, comme l'ombre qui vient de saluer des amis d'autrefois. À cette vue, chacun se leva, chacun s'écria, chacun courut à Fouquet. Celui-ci, regardant Pélisson, s'appuya sur la surintendante et serra la main glacée de la marquise de Bellière. « Eh bien » fit-il d'une voix qui n'avait plus rien d'humain. « Qu'arrive-t-il, mon Dieu » lui dit-on. Fouquet ouvrit sa main droite, qui était crispée, humide. On y vit un papier sur lequel Pélisson se jeta épouvanté. Il y lut les lignes suivantes de la main du roi. « Cher et aimé monsieur Fouquet, donnez-nous, sur ce qui vous reste à nous, une somme de 700 000 livres dont nous avons besoin ce jour-d'huit pour notre départ. Et, comme nous savons que votre santé n'est pas bonne, nous prions Dieu qu'il vous remette en santé et vous ait en sa sainte et digne garde. Louis. La présente lettre est pour reçu. » Un murmure d'effroi circula dans la salle. « Eh bien, s'écria Pélisson à son tour, vous avez cette lettre ? J'ai le reçu, oui. Que ferez-vous alors ? Rien, puisque j'ai le reçu. Mais, si j'ai le reçu, Pélisson, c'est que j'ai payé, fit le surintendant avec une simplicité qui arracha le cœur aux assistants. Vous avez payé ? S'écria madame Fouquet au désespoir. Alors, nous sommes perdus. Allons, allons, plus de mots inutiles, interrompit Pélisson. Après l'argent, la vie. Monseigneur, à cheval, à cheval. Nous quitter ? Crièrent à la fois les deux femmes, ivres de douleur. Eh, monseigneur, en vous sauvant, vous nous sauvez tous, à cheval. Mais il ne peut se tenir, voyez. Oh, si l'on réfléchit, dit l'intrépide Pélisson. Il a raison, murmura Fouquet. Monseigneur, monseigneur, cria Gourville en montant l'escalier par 4 degrés à la fois. Monseigneur. Eh bien, quoi ? J'escortais, comme vous savez, le courrier du roi avec l'argent. Oui. Eh bien, arrivé au palais royal, j'ai vu... Respire un peu, mon pauvre ami, tu suffoques. Qu'avez-vous vu ? Crièrent les amis impatients. J'ai vu les mousquetaires monter à cheval, dit Gourville. Voyez-vous, s'écria-t-on, voyez-vous, y a-t-il un instant à perdre ? Madame Fouquet se précipita par les montées en demandant ses chevaux. Madame de Bellière s'élança pour la prendre dans ses bras et lui dit « Madame, au nom de son salut, ne témoignez rien, ne manifestez aucune alarme. » Pélisson courut pour faire atteler les carrosses. Et, pendant ce temps, Gourville recueillit dans son chapeau ce que les amis pleurants et effarés purent y jeter d'or et d'argent, dernière offrande, pieuse aumône faite au malheur par la pauvreté. Le surintendant, entraîné par les uns, porté par les autres, fut enfermé dans son carrosse. Gourville monta sur le siège et prit les rênes. Pélisson contint madame Fouquet, évanouie. Madame de Bellière eut plus de force, elle en fut bien payée, elle recueillit le dernier baiser de Fouquet.
Pélisson expliqua facilement ce départ précipité par un ordre du roi qui appelait les ministres à Nantes. Chapitre 242. Dans le carrosse de M. Colbert. Ainsi que l'avait vu Gourville, les mousquetaires du roi montaient à cheval et suivaient leur capitaine. Celui-ci, qui ne voulait pas avoir de gêne dans ses allures, laissa sa brigade aux ordres d'un lieutenant et partit de son côté, sur des chevaux de poste, en recommandant à ses hommes la plus grande diligence. Si rapidement qu'ils allassent, ils ne pouvaient arriver avant lui. Il eut le temps, en passant devant la rue Croix des Petits Champs, de voir une chose qui lui donna beaucoup à penser. Il vit M. Colbert sortant de sa maison pour entrer dans un carrosse qui stationnait devant la porte. Dans ce carrosse, D'Artagnan aperçut des coiffes de femmes et, comme il était curieux, il voulut savoir le nom des femmes cachées par les coiffes. Pour parvenir à les voir, car elles faisaient gros dos et fine oreille, il poussa son cheval si près du carrosse que sa botte à entonnoir frotta le mantelet et ébranla tout, contenant et contenu. Les dames, effarouchées, poussèrent l'une un petit cri, auquel D'Artagnan reconnut une jeune femme, l'autre une imprécation à laquelle il reconnut la vigueur et l'aplomb que donne un demi-siècle. Les coiffes s'écartèrent. L'une des femmes était madame Vanel, l'autre était la duchesse de Chevreuse. D'Artagnan eut plus vite vu que les dames. Il les reconnut, et elles ne le reconnurent pas. Et, comme elles riaient de leur frayeur en se pressant affectueusement les mains, « Bien, se dit D'Artagnan, la vieille duchesse n'est plus aussi difficile qu'autrefois en amitié. Elle fait la cour à la maîtresse de M. Colbert. Pauvre M. Fouquet, cela ne lui présage rien de bon. » Et il s'éloigna. M. Colbert prit place dans le carrosse, et ce noble trio commença un pèlerinage assez lent vers le bois de Vincennes. En chemin, madame de Chevreuse déposa madame Vanel chez monsieur son mari, et, restée seule avec Colbert, elle poursuivit sa promenade en causant d'affaires. Elle avait un fond de conversation inépuisable, cette chère duchesse, et, comme elle parlait toujours pour le mal d'autrui, toujours pour son bien à elle, sa conversation amusait l'interlocuteur et ne laissait pas d'être pour elle d'un bon rapport. Elle apprit à Colbert, qui l'ignorait, combien il était un grand ministre, et combien Fouquet allait devenir peu de chose. Elle lui promit de rallier à lui, quand il serait surintendant, toute la vieille noblesse du royaume, et lui demanda son avis sur la prépondérance qu'il faudrait laisser prendre à la Vallière. Elle le loua, elle le blâma, elle l'étourdit. Elle lui montra le secret de tant de secrets que Colbert craignit un moment d'avoir affaire au diable. Elle lui prouva qu'elle tenait dans sa main le Colbert d'aujourd'hui, comme elle avait tenu le Fouquet d'hier. Et, comme, naïvement, il lui demandait la raison de cette haine qu'elle portait au surintendant, « Pourquoi le haïssez-vous vous-même » dit-elle. « Madame, en politique, répliqua-t-il, les différences de système peuvent amener des dissidences entre les hommes. Monsieur Fouquet m'a paru pratiquer un système opposé aux vrais intérêts du roi. » Elle l'interrompit. « Je ne vous parle plus de Monsieur Fouquet. Le voyage que le roi fait à Nantes nous en rendra raison. Monsieur Fouquet, pour moi, c'est un homme passé. Pour vous aussi. » Colbert ne répondit rien. « Au retour de Nantes, continua la duchesse, le roi, qui ne cherche qu'un prétexte, trouvera que les États se sont mal comportés, qu'ils ont fait trop peu de sacrifices. Les États diront que les impôts sont trop lourds et que la surintendance les a ruinés. Le roi s'en prendra à M. Fouquet, et alors... » « Et alors, dit Colbert. « Oh, on le disgraciera. N'est-ce pas votre sentiment ?» Colbert lança vers la duchesse un regard qui voulait dire « Si on ne fait que disgracier M. Fouquet, vous n'en serez pas la cause. »« Il faut, se hâta de dire madame de Chevreuse, il faut que votre place soit toute marquée, monsieur Colbert. Voyez-vous quelqu'un entre le roi et vous, après la chute de M. Fouquet ? » « Je ne comprends pas, dit-il. »« Vous allez comprendre. Où vont vos ambitions ?
Je n'en ai pas. Il était inutile alors de renverser le surintendant, monsieur Colbert. C'est oiseux. J'ai eu l'honneur de vous dire, madame, oh oui, l'intérêt du roi, je sais. Mais, enfin, parlons du vôtre. Le mien, c'est de faire les affaires de Sa Majesté. Enfin, perdez-vous ou ne perdez-vous pas, monsieur Fouquet? Répondez sans détour. Madame, je ne perds personne. Je ne comprends pas alors pourquoi vous m'avez acheté si cher les lettres de monsieur Mazarin concernant monsieur Fouquet. Je ne conçois pas non plus pourquoi vous avez mis ces lettres sous les yeux du roi. Colbert, stupéfait, regarda la duchesse et, d'un air contraint, « Madame, dit-il, je conçois encore moins comment, vous qui avez touché l'argent, vous me le reprochez. » C'est que, fit la vieille duchesse, il faut vouloir ce qu'on veut, à moins qu'on ne puisse ce qu'on veut. Voilà, dit Colbert, démonté par cette logique brutale. Vous ne pouvez, hein? Dites. Je ne puis, je l'avoue, détruire auprès du roi certaines influences. Qui combattent pour monsieur Fouquet? Lesquelles? Attendez, que je vous aide. Faites, madame. La Vallière? Oh, peu d'influence, aucune connaissance des affaires et pas de ressort. Monsieur Fouquet lui a fait la cour. Le défendre, ce serait l'accuser elle-même, n'est-ce pas? Je crois que oui. Il y a encore une autre influence, qu'en dites-vous? Considérable. La reine-mère, peut-être? Sa Majesté la reine-mère a pour monsieur Fouquet une faiblesse bien préjudiciable à son fils. Ne croyez pas cela, fit la vieille en souriant. Oh, fit Colbert avec incrédulité, je l'ai si souvent éprouvé. Autrefois? Récemment encore, madame, à Vaux. C'est elle qui a empêché le roi de faire arrêter monsieur Fouquet. On n'a pas tous les jours le même avis, cher monsieur. Ce que la reine a pu vouloir récemment, elle ne le voudrait peut-être plus aujourd'hui. Pourquoi? Fit Colbert, étonné. Peu importe la raison. Il importe beaucoup, au contraire. Car si j'étais certain de ne pas déplaire à Sa Majesté la reine-mère, tous mes scrupules seraient levés. Eh bien, vous n'êtes pas sans avoir entendu parler de certains secrets. Un secret? Appelez cela comme vous voudrez. Bref, la reine-mère a pris en horreur tous ceux qui ont participé, d'une façon ou d'une autre, à la découverte de ce secret, et M. Fouquet, je crois, est un de ceux-là. Alors, fit Colbert, on pourrait être sûr de l'assentiment de la reine-mère? Je quitte à l'instant Sa Majesté, qui me l'a assuré. Soit, madame. Il y a plus. Vous connaissez peut-être un homme qui était l'ami intime de M. Fouquet, M. d'Herblay, un évêque, je crois. Évêque de Vannes. Eh bien, ce M. d'Herblay, qui connaissait aussi ce secret, la reine-mère le fait poursuivre avec acharnement. En vérité, si bien poursuivre que, fût-il mort, on voudrait avoir sa tête pour être assuré qu'elle ne parlera plus. C'est le désir de la reine-mère? Un ordre. On cherchera ce monsieur d'Herblay, madame. Oh, nous savons bien où il est. Colbert regarda la duchesse. Dites, madame. Il est à Belle-Île-en-Mer. Chez monsieur Fouquet? Chez monsieur Fouquet. On l'aura. Ce fut au tour de la duchesse à sourire. Ne croyez pas cela si facilement, dit-elle, et ne le promettez pas si légèrement. Pourquoi donc, madame? Parce que M. d'Herblay n'est pas de ces gens qu'on prend quand on veut. Un rebelle, alors? Oh, nous autres, monsieur Colbert, nous avons passé toute notre vie à faire les rebelles, et, pourtant, vous le voyez bien, loin d'être pris, nous prenons les autres. Colbert attacha sur la vieille duchesse un de ces regards farouches dont rien ne traduisait l'expression, et, avec une fermeté qui ne manquait point de grandeur, « Le temps n'est plus, dit-il, où les sujets gagnaient des duchés à faire la guerre au roi de France. Monsieur d'Herblay, s'il conspire, mourra sur un échafaud. Cela fera ou ne fera pas plaisir à ses ennemis, peu nous importe. »
Et ce « nous », étrange dans la bouche de Colbert, fit un instant rêver la duchesse. Elle se surprit à compter intérieurement avec cet homme. Colbert avait ressaisi la supériorité dans l'entretien. Il voulut la garder. « Vous me demandez, dit-il, madame, de faire arrêter ce monsieur d'Herblay ? » ?»« Moi ? Je ne vous demande rien. »« Je croyais, madame. Mais, puisque je me suis trompé, laissons faire. Le roi n'a encore rien dit. » La duchesse se mordit les ongles. « D'ailleurs, continua Colbert, quelle pauvre prise que celle de cet évêque. Gibier de roi, un évêque. Oh non, non, je ne m'en occuperai même point. » La haine de la duchesse se découvrit. « Gibier de femme, dit-elle, et la reine est une femme. Si elle veut qu'on arrête M. d'Herblay, c'est qu'elle a ses raisons. D'ailleurs, M. d'Herblay n'est-il pas ami de celui qui va tomber en disgrâce ? » « Oh, qu'à cela ne tienne, dit Colbert, on ménagera cet homme, s'il n'est pas l'ennemi du roi. Cela vous déplaît ? » « Je ne dis rien. »« Oui, vous le voulez voir en prison, à la Bastille, par exemple. »« Je crois un secret mieux caché derrière les murs de la Bastille que derrière ceux de Belle-Île. »« J'en parlerai au roi, qui éclaircira le point. »« En attendant l'éclaircissement, monsieur, l'évêque de Vannes se sera enfui. J'en ferai autant. » « Enfui, lui ? Et où s'enfuirait-il ? L'Europe est à nous, de volonté, sinon de fait. »« Il trouvera toujours un asile, monsieur. On voit bien que vous ignorez à qui vous avez affaire. Vous ne connaissez pas M. d'Herblay, vous n'avez pas connu Aramis. C'est un de ces 4 mousquetaires qui, sous le feu roi, ont fait trembler le cardinal de Richelieu et qui, pendant la Régence, ont donné tant de soucis à M. de Mazarin. Mais, madame, comment fera-t-il, à moins qu'il n'ait un royaume à lui ? » ?»« Il l'a, monsieur. »« Un royaume à lui, M. d'Herblay ? » ?»« Je vous répète, monsieur, que s'il lui faut un royaume, il l'a ou il l'aura. »« Enfin, du moment que vous prenez un intérêt si grand à ce qu'il n'échappe pas, madame, ce rebelle, je vous assure, n'échappera pas. »« Belle-Île est fortifiée, monsieur Colbert, et fortifiée par lui. Belle-Île fût-elle aussi défendue par lui, Belle-Île n'est pas imprenable, et si monsieur l'évêque de Vannes est enfermé dans Belle-Île, eh bien, madame, on fera le siège de la place et on le prendra. Vous pouvez être bien certain, monsieur, que le zèle que vous déployez pour les intérêts de la reine-mère touchera vivement sa majesté, et que vous en aurez une magnifique récompense. Mais que lui dirai-je de vos projets sur cet homme ? Qu'une fois pris, il sera enfoui dans une forteresse d'où jamais son secret ne sortira. Très bien, monsieur Colbert, et nous pouvons dire qu'à dater de cet instant, nous avons fait tous deux une alliance solide, vous et moi, et que je suis bien à votre service. C'est moi, madame, qui me mets au vôtre. Ce chevalier d'Herblay, c'est un espion de l'Espagne, n'est-ce pas ? Mieux que cela. Un ambassadeur secret ? Montez toujours. Attendez, le roi Philippe III est dévot. C'est le confesseur de Philippe III ? Plus haut encore. Mordieu, s'écria Colbert, qui s'oublia jusqu'à jurer en présence de cette grande dame, de cette vieille amie de la reine-mère, de la duchesse de Chevreuse enfin. C'est donc le général des Jésuites ? Je crois que vous avez deviné, répondit la duchesse. Ah, madame, alors cet homme nous perdra tous, si nous ne le perdons, et encore faut-il se hâter. C'est mon avis, monsieur, mais je n'osais vous le dire. Et nous avons eu du bonheur qu'il se soit attaqué au trône, au lieu de s'attaquer à nous. Mais notez bien ceci, monsieur Colbert, jamais monsieur d'Herblay ne se décourage, et s'il a manqué son coup, il recommencera. S'il a laissé échapper l'occasion de se faire un roi pour lui, il en fera tôt ou tard un autre, dont, à coup sûr, vous ne serez pas le Premier ministre. Colbert fronça le sourcil avec une expression menaçante. Je compte bien que la prison nous réglera cette affaire-là d'une manière satisfaisante pour nous deux, madame. La duchesse sourit. Si vous saviez, dit-elle, combien de fois Aramis est sorti de prison ? Oh, reprit Colbert, nous aviserons à ce qu'il n'en sorte pas cette fois-ci.
Mais vous n'avez donc pas entendu ce que je vous ai dit tout à l'heure ? Vous ne vous rappelez donc pas qu'Aramis était un des 4 invincibles que redoutait Richelieu ? Et, à cette époque, les 4 mousquetaires n'avaient point ce qu'ils ont aujourd'hui, l'argent et l'expérience. Colbert se mordit les lèvres. « Nous renoncerons à la prison, dit-il d'un ton plus bas. Nous trouverons une retraite dont l'invincible ne puisse pas sortir. » « À la bonne heure, notre allié, » répondit la duchesse. « Mais voici qu'il se fait tard. Est-ce que nous ne rentrons pas ? » « D'autant plus volontiers, madame, que j'ai mes préparatifs à faire pour partir avec le roi. »« À Paris !» cria la duchesse au cocher. Et le carrosse retourna vers le faubourg Saint-Antoine après la conclusion de ce traité qui livrait à la mort le dernier ami de Fouquet, le dernier défenseur de Belle-Île, l'ancien ami de Marie Michon, le nouvel ennemi de la duchesse. Chapitre 243. Les 2 gabarres. D'Artagnan était parti. Fouquet aussi était parti, et lui avec une rapidité que doublait le tendre intérêt de ses amis. Les premiers moments de ce voyage, ou, pour mieux dire, de cette fuite, furent troublés par la crainte incessante de tous les chevaux, de tous les carrosses qu'on apercevait derrière le fugitif. Il n'était pas naturel, en effet, que Louis XIV, s'il en voulait à cette proie, le laissât échapper. Le jeune lion savait déjà la chasse, et il avait des limiers assez ardents pour s'en reposer sur eux. Mais, insensiblement, toutes les craintes s'évanouirent. Le surintendant, à force de courir, mit une telle distance entre lui et les persécuteurs que, raisonnablement, nul ne le pouvait atteindre. Quant à la contenance, ses amis la lui avaient faite excellente. Ne voyageait-il pas pour aller joindre le roi à Nantes, et la rapidité même ne témoignait-elle pas de son zèle ? Il arriva, fatigué mais rassuré, à Orléans, où il trouva, grâce aux soins d'un courrier qui l'avait précédé, une belle gabarre à 8 rameurs. Ces gabarres, en forme de gondole, un peu large, un peu lourde, contenant une petite chambre couverte en forme de tillac et une chambre de poupe formée par une tente, faisaient alors le service d'Orléans à Nantes par la Loire. Et ce trajet, long de nos jours, paraissait alors plus doux et plus commode que la grande route avec ses bidets de poste et ses mauvais carrosses à peine suspendus. Fouquet monta dans cette gabarre qui partit aussitôt. Les rameurs, sachant qu'ils avaient l'honneur de mener le surintendant des finances, s'escrimaient de leur mieux, et ce mot magique, les finances, leur promettait quelque bonne gratification dont ils voulaient se rendre dignes. La gabarre vola sur les flots de la Loire. Un temps magnifique, un de ces soleils levants qui empourprent les paysages, laissait au fleuve toute sa sérénité limpide. Le courant et les rameurs portèrent Fouquet comme les ailes portent l'oiseau. Il arriva devant Beaugency sans qu'aucun accident eût signalé le voyage. Fouquet espérait arriver le premier de tous à Nantes. Là, il verrait les notables et se donnerait un appui parmi les principaux membres des États. Il se rendrait nécessaire, chose facile à un homme de son mérite, et retarderait la catastrophe s'il ne réussissait pas à l'éviter entièrement. D'ailleurs, lui disait Gourville, à Nantes, vous devinerez, ou nous devinerons les intentions de vos ennemis. Nous aurons les chevaux prêts pour gagner l'inextricable Poitou, une barque pour gagner la mer, et, une fois en mer, Belle-Île et le port inviolable. Vous voyez, en outre, que nul ne vous guette et que nul ne nous suit. Il achevait à peine que l'on découvrit de loin, derrière un coude formé par le fleuve, la mâture d'une gabarre importante qui descendait. Les rameurs du bateau de Fouquet poussèrent un cri de surprise en voyant cette gabarre. « Qu'y a-t-il » demanda Fouquet. « Il y a, monseigneur, » répondit le patron de la barque, « que c'est une chose vraiment extraordinaire et que cette gabarre marche comme un ouragan. » Gourville tressaillit et monta sur le tillac pour mieux voir. Fouquet ne monta pas, lui, mais il dit à Gourville avec une défiance contenue : « Voyez donc ce que c'est, mon cher. » La gabarre venait de dépasser le coude. Elle nageait si vite
que, derrière elle, on voyait frémir la blanche traînée de son sillage, illuminée des feux du jour. « Comme ils vont !» répéta le patron. « Comme ils vont ! Il paraît que la paix est bonne. Je ne croyais pas, ajouta le patron, que des avirons de bois puissent se comporter mieux que les nôtres. Mais en voici là-bas qui me prouvent le contraire. » « Je crois bien, s'écria un des rameurs. Ils sont 12 et nous ne sommes que 8. »« 12 » fit Gourville. « 12 rameurs ? Impossible !» Le chiffre de 8 rameurs pour une gabarre n'avait jamais été dépassé, même pour le roi. On avait fait cet honneur à monsieur le surintendant bien plus encore par hâte que par respect. « Que signifie cela ?» dit Gourville en cherchant à distinguer, sous la tente, qu'on apercevait déjà, les voyageurs, que l'œil le plus subtil n'eût pas encore réussi à reconnaître. « Faut-il qu'il soit pressé ? Car ce n'est pas le roi, dit le patron. Fouquet frissonna. « À quoi voyez-vous que ce n'est pas le roi ? Dit Gourville. « D'abord, parce qu'il n'y a pas de pavillon blanc aux fleurs de lys, que la gabarre royale porte toujours. » Et ensuite, dit M. Fouquet, parce qu'il est impossible que ce soit le roi, Gourville, attendu que le roi était encore hier à Paris. Gourville répondit au surintendant par un regard qui signifiait « Vous y étiez bien vous-même. » « Et à quoi voit-on qu'ils sont pressés ?» ajouta-t-il pour gagner du temps. « À ce que, monsieur, dit le patron, ces gens-là ont dû partir longtemps après nous, et qu'ils nous ont rejoints, ou à peu près. »« Bah, fit Gourville, qui vous dit qu'ils ne sont point partis de Beaugency ou de Niort même ? Nous n'avons vu aucune gabarre de cette force, si ce n'est à Orléans. Elle vient d'Orléans, monsieur, et se dépêche. » Monsieur Fouquet et Gourville échangèrent un coup d'œil. Le patron remarqua cette inquiétude. Gourville aussitôt, pour lui donner le change. « Quelque ami, dit-il, qui aura gagé de nous rattraper. Gagnons le pari et ne nous laissons pas atteindre. » Le patron ouvrait la bouche pour répondre que c'était impossible, lorsque monsieur Fouquet, avec hauteur, « Si c'est quelqu'un qui veut nous joindre, dit-il, laissons-le venir. »« On peut essayer, monseigneur, dit le patron timidement. Allons, vous autres, d'une aire, nagez. »« Non, dit monsieur Fouquet, arrêtez tout court, au contraire. »« Monseigneur, quelle folie !» interrompit Gourville en se penchant à son oreille. « Tout court, répéta monsieur Fouquet. Les 8 avirons s'arrêtèrent et, résistant à l'eau, imprimèrent un mouvement rétrograde à la gabarre. Elle était arrêtée. Les 12 rameurs de l'autre ne distinguèrent pas d'abord cette manœuvre, car ils continuèrent à lancer l'esquif si vigoureusement qu'il arriva tout au plus à portée de mousquet. Monsieur Fouquet avait la vue mauvaise. Gourville était gêné par le soleil, qui frappait ses yeux. Le patron seul, avec cette habitude et cette netteté que donne la lutte contre les éléments, aperçut distinctement les voyageurs de la gabarre voisine. « Je les vois !» s'écria-t-il. « Ils sont 2. »« Je ne vois rien, » dit Gourville. « Vous n'allez pas tarder à les distinguer. En quelques coups d'aviron, ils seront à 20 pas de nous. » Mais ce qu'annonçait le patron ne se réalisa pas. La gabarre imita le mouvement commandé par M. Fouquet, et, au lieu de venir joindre ses prétendus amis, elle s'arrêta tout net sur le milieu du fleuve. « Je n'y comprends plus rien, » dit le patron. « Ni moi, » dit Gourville. « Vous qui voyez si bien les gens qui mènent cette gabarre, » reprit M. Fouquet, « tâchez de nous les peindre, patron, avant que nous en soyons trop loin. »« Je croyais en voir 2, répondit le batelier. « Je n'en vois plus qu'un sous la tente. »« Comment est-il ? » ?»« C'est un homme brun, large d'épaules, court de cou. » Un petit nuage passa dans l'azur du ciel et vint, à ce moment, masquer le soleil. Gourville, qui regardait toujours, une main sur les yeux, put voir ce qu'il cherchait, et, tout à coup, sautant du tillac dans la chambre où l'attendait Fouquet, « Colbert !» lui dit-il d'une voix altérée par l'émotion. « Colbert ?» répéta Fouquet. « Oh, voilà qui est étrange. Mais non, c'est impossible. »« Je le reconnais, vous dis-je.
Et lui-même m'a si bien reconnu qu'il vient de passer dans la chambre de poupe. Peut-être le roi l'envoie-t-il pour nous faire revenir. En ce cas, il nous joindrait au lieu de rester en panne. Que fait-il là? Il nous surveille sans doute, monseigneur. Je n'aime pas les incertitudes, s'écria Fouquet. Marchons droit à lui. Oh, monseigneur, ne faites pas cela. La Gabarre est pleine de gens armés. Il m'arrêterait donc, Gourville? Pourquoi ne vient-il pas, alors? Monseigneur, il n'est pas de votre dignité d'aller au-devant même de votre perte. Mais souffrir que l'on me guette comme un malfaiteur? Rien ne dit qu'on vous guette, monseigneur. Soyez patient. Que faire, alors? Ne vous arrêtez pas. Vous n'alliez aussi vite que pour paraître obéir avec zèle aux ordres du roi. Redoublez de vitesse. Qui vivra, verra. C'est juste. Allons, s'écria Fouquet, puisque l'on demeure quoi là-bas, marchons, nous autres. Le patron donna le signal, et les rameurs de Fouquet reprirent leur exercice avec tout le succès qu'on pouvait attendre de gens reposés. À peine la Gabarre eut-elle fait 100 brasses que l'autre, celle aux 12 rameurs, se remit en marche également. Cette course dura tout le jour, sans que la distance grandît ou diminuât entre les deux équipages. Vers le soir, Fouquet voulut essayer les intentions de son persécuteur. Il ordonna aux rameurs de tirer vers la terre comme pour opérer une descente. La Gabarre de Colbert imita cette manœuvre et cingla vers la terre en biaisant. Par le plus grand des hasards, à l'endroit où Fouquet fit mine de débarquer, un valet d'écurie du château de Langeais suivait la berge fleurie en menant 3 chevaux à la longe. Sans doute les gens de la Gabarre à 12 rameurs crurent-ils que Fouquet se dirigeait vers des chevaux préparés pour sa fuite, car on vit 4 ou 5 hommes, armés de mousquets, sauter de cette Gabarre à terre et marcher sur la berge comme pour gagner du terrain sur les chevaux et le cavalier. Fouquet, satisfait d'avoir forcé l'ennemi à une démonstration, se le tint pour dit et recommença de faire marcher son bateau. Les gens de Colbert remontèrent aussitôt dans le leur, et la course entre les deux équipages reprit avec une nouvelle persévérance. Ce que voyant, Fouquet se sentit menacé de près et d'une voix prophétique. « Eh bien, Gourville, dit-il très bas, que disais-je à notre dernier repas, chez moi? Vais-je ou non à ma ruine? Oh, monseigneur !» Ces 2 bateaux qui se suivent avec autant d'émulation que si nous nous disputions, monsieur Colbert et moi, un prix de vitesse sur la Loire, ne représentent-ils pas bien nos 2 fortunes? Et ne crois-tu pas, Gourville, que l'un des 2 fera naufrage à Nantes? Au moins, objecta Gourville, il y a encore incertitude. Vous allez paraître aux États, vous allez montrer quel homme vous êtes. Votre éloquence et votre génie dans les affaires sont le bouclier et l'épée qui vous serviront à vous défendre, sinon à vaincre. Les Bretons ne vous connaissent point, et, quand ils vous connaîtront, votre cause est gagnée. Oh, que M. Colbert se tienne bien, car sa Gabarre est aussi exposée que la vôtre à chavirer. Les 2 vont vite, la sienne plus que la vôtre, c'est vrai. On verra laquelle arrivera la première au naufrage. Fouquet, prenant la main de Gourville, « Ami, dit-il, c'est tout jugé. Rappelle-toi le proverbe. Les premiers vont devant. Eh bien, Colbert n'a garde de me passer. C'est imprudent, Colbert. » Il avait raison. Les 2 Gabarres voguèrent jusqu'à Nantes, se surveillant l'une l'autre. Quand le surintendant aborda, Gourville espéra qu'il pourrait chercher tout de suite son refuge et faire préparer des relais. Mais, au débarquer, la seconde Gabarre rejoignit la première, et Colbert s'approchant de Fouquet, le salua sur le quai avec les marques du plus profond respect. Marques tellement significatives, tellement bruyantes, qu'elles eurent pour résultat de faire accourir toute une population sur la fosse. Fouquet se possédait complètement. Il sentait qu'en ces derniers moments de grandeur, il avait des obligations envers lui-même. Il voulait tomber de si haut que sa chute écrasa quelques-uns de ses ennemis. Colbert se trouvait là, tant pis pour Colbert. Aussi, le surintendant, se rapprochant de lui, répondit-il avec ce clignement d'yeux arrogant qui lui était particulier. « Quoi, c'est vous, monsieur Colbert ?»« Pour vous rendre mes hommages, monseigneur, dit celui-ci. »« Vous étiez dans cette Gabarre ?»
il désigna la fameuse barque à 12 rameurs. « Oui, monseigneur. »« À 12 rameurs » dit Fouquet. « Quel luxe, monsieur Colbert ! Un moment, j'ai cru que c'était la reine-mère ou le roi. »« Monseigneur. » Et Colbert rougit. « Voilà un voyage qui coûtera cher à ceux qui le paient, monsieur l'intendant, » dit Fouquet. « Mais, enfin, vous êtes arrivé. Vous voyez bien, ajouta-t-il un moment après, que moi qui n'avais pas plus de 8 rameurs, je suis arrivé avant vous. » Et il lui tourna le dos, le laissant indécis de savoir réellement si toutes les tergiversations de la seconde gabarre avaient échappé à la première. Au moins ne lui donnait-il pas la satisfaction de montrer qu'il avait eu peur. Colbert, si fâcheusement secoué, ne se rebuta pas. Il répondit : « Je n'ai pas été vite, monseigneur, parce que je m'arrêtais chaque fois que vous vous arrêtiez. »« Et pourquoi cela, monsieur Colbert ?» s'écria Fouquet, irrité de cette basse audace. « Pourquoi, puisque vous aviez un équipage supérieur au mien, ne me joigniez-vous ou ne me dépassiez-vous pas ?»« Par respect, » fit l'intendant, qui salua jusqu'à terre. Fouquet monta dans un carrosse que la ville lui envoyait, on ne sait pourquoi ni comment, et il se rendit à la maison de Nantes, escorté d'une grande foule qui, depuis plusieurs jours, bouillonnait dans l'attente d'une convocation des États. À peine fut-il installé que Gourville sortit pour aller faire préparer les chevaux sur la route de Poitiers et de Vannes et un bateau à Paimboeuf. Il fit avec tant de mystère, d'activité, de générosité ces différentes opérations que jamais Fouquet, alors travaillé par son accès de fièvre, ne fut plus près du salut, sauf la coopération de cet agitateur immense des projets humains, le hasard. Le bruit se répandit en ville, cette nuit, que le roi venait en grande hâte sur des chevaux de poste et qu'il arriverait dans 10 ou 12 heures. Le peuple, en attendant le roi, se réjouissait fort de voir les mousquetaires, fraîchement arrivés avec M. d'Artagnan, leur capitaine, et casernés dans le château, dont ils occupaient tous les postes en qualité de garde d'honneur. M. d'Artagnan, qui était fort poli, se présenta vers 10 heures chez le surintendant pour lui offrir ses respectueux hommages, et, bien que le ministre eût la fièvre, bien qu'il fût souffrant et trempé de sueur, il voulut recevoir M. d'Artagnan, lequel fut charmé de cet honneur, comme on le verra par l'entretien qu'ils eurent ensemble. Chapitre 244. Conseil d'amis. Fouquet s'était couché. En homme qui tient à la vie et qui économise le plus possible ce mince tissu de l'existence, dont les chocs et les angles de ce monde usent si vite l'irréparable ténuité. D'Artagnan parut sur le seuil de la chambre et fut salué par le surintendant d'un bonjour très affable. « Bonjour, monseigneur, » répondit le mousquetaire. « Comment vous trouvez-vous de ce voyage ? » ?»« Assez bien, merci. »« Et de la fièvre ? » ?»« Assez mal. Je bois, comme vous voyez. À peine arrivé, j'ai frappé sur Nantes une contribution de tisane. »« Il faut dormir d'abord, monseigneur. »« Eh, corbleu, cher monsieur d'Artagnan, je dormirais bien volontiers. »« Qui vous en empêche ? » ?»« Mais vous, d'abord. »« Moi ? Ah, monseigneur. »« Sans doute. Est-ce que, à Nantes comme à Paris, vous ne venez pas au nom du roi ? » ?»« Pour Dieu, monseigneur, répliqua le capitaine, laissez donc le roi en repos. Le jour où je viendrai de la part du roi pour ce que vous voulez me dire, je vous promets de ne pas vous faire languir. Vous me verrez mettre la main à l'épée, selon l'ordonnance, et vous m'entendrez dire, du premier coup, de ma voix de cérémonie, « Monseigneur, au nom du roi, je vous arrête. » Fouquet tressaillit malgré lui, tant l'accent du Gascon spirituel avait été naturel et vigoureux. La représentation du fait était presque aussi effrayante que le fait lui-même. « Vous me promettez cette franchise ? » dit le surintendant. « Sur l'honneur ? Mais nous n'en sommes pas là, croyez-moi. » « Qui vous fait penser cela, monsieur d'Artagnan ? Moi, je crois tout le contraire. »« Je n'ai entendu parler de quoi que ce soit, » répliqua d'Artagnan. « Eh, fit Fouquet.
Mais non, vous êtes un agréable homme, malgré votre fièvre. Le roi ne doit s'empêcher de vous aimer au fond du cœur. Fouquet fit la grimace. Mais, monsieur Colbert, dit-il, monsieur Colbert m'aime-t-il aussi autant que vous le dites? Je ne parle point de monsieur Colbert, reprit d'Artagnan. C'est un homme exceptionnel, celui-là. Il ne vous aime pas, c'est possible. Mais, mordiou, l'écureuil peut se garer de la couleuvre, pour peu qu'il le veuille. Savez-vous que vous me parlez en ami, répliqua Fouquet, et que, sur ma vie, je n'ai jamais trouvé un homme de votre esprit et de votre cœur? Cela vous plaît à dire, fit d'Artagnan. Vous attendez à aujourd'hui pour me faire un compliment pareil? Aveugles que nous sommes, murmura Fouquet. Voilà votre voix qui s'enroue, dit d'Artagnan. Buvez, monseigneur, buvez. Et il lui offrit une tasse de tisane avec la plus cordiale amitié. Fouquet la prit et le remercia par un bon sourire. Ces choses-là n'arrivent qu'à moi, dit le mousquetaire. J'ai passé 10 ans sous votre barbe quand vous remuez des tonnes d'or. Vous faisiez 4 millions de pensions par an. Vous ne m'avez jamais remarqué. Et voilà que vous vous apercevez que je suis au monde, précisément au moment où je vais tomber, interrompit Fouquet. C'est vrai, cher monsieur d'Artagnan. Je ne dis pas cela. Vous le pensez, c'est tout. Eh bien, si je tombe, prenez ma parole pour vraie. Je ne passerai pas un jour sans me dire, en me frappant la tête, « Fou, fou, stupide mortel, tu avais monsieur d'Artagnan sous la main, et tu ne t'es pas servi de lui, et tu ne l'as pas enrichi. » Vous me comblez, dit le capitaine, je raffole de vous. Encore un homme qui ne pense pas comme monsieur Colbert, fit le surintendant. Que ce Colbert vous tient aux côtes, c'est pis que votre fièvre. Ah, j'ai mes raisons, dit Fouquet. Jugez-les. Et il lui raconta les détails de la course des gabarres et l'hypocrite persécution de Colbert. N'est-ce pas le meilleur signe de ma ruine? D'Artagnan devint sérieux. C'est juste, dit-il. Oui, cela sent mauvais, comme disait M. de Tréville. Et il attacha sur Fouquet son regard intelligent et significatif. N'est-ce pas, capitaine, que je suis bien désigné? N'est-ce pas que le roi m'amène bien à Nantes pour m'isoler de Paris, où j'ai tant de créatures, et pour s'emparer de Belle-Île? Où est M. d'Herblay? Ajouta d'Artagnan. Fouquet leva la tête. Quant à moi, monseigneur, poursuivit d'Artagnan, je puis vous assurer que le roi ne m'a rien dit contre vous. Vraiment? Le roi m'a commandé de partir pour Nantes, c'est vrai, de n'en rien dire à M. de Gesvres. Mon ami. À M. de Gesvres, oui, monseigneur, continua le mousquetaire dont les yeux ne cessaient de parler un langage opposé au langage des lèvres. Le roi m'a commandé encore de prendre une brigade des mousquetaires, ce qui est superflu en apparence, puisque le pays est calme. Une brigade, dit Fouquet en se levant sur un coude. 96 cavaliers, oui, monseigneur, le même nombre qu'on avait pris pour arrêter messieurs de Chalais, de Cinq-Mars et Montmorency. Fouquet dressa l'oreille à ces mots, prononcés sans valeur apparente. Et puis, dit-il, et puis d'autres ordres insignifiants, tels que ceux-ci, garder le château, garder chaque logis, ne laisser aucun garde de M. de Gesvres prendre faction, de M. de Gesvres, votre ami. Et pour moi, s'écria Fouquet, quels ordres? Pour vous, monseigneur, pas le plus petit mot. Monsieur d'Artagnan, il s'agit de me sauver l'honneur et la vie, peut-être. Vous ne me tromperiez pas. Moi? Et dans quel but? Est-ce que vous êtes menacé? Seulement, il y a bien, touchant les carrosses et les bateaux, un ordre. Un ordre? Oui, mais qui ne saurait vous concerner. Simple mesure de police. Laquelle, capitaine, laquelle? C'est d'empêcher tout chevaux ou bateau de sortir de Nantes sans un sauf-conduit signé du roi. Grand Dieu, mais... D'Artagnan se mit à rire. Cela n'aura d'exécution qu'après l'arrivée du roi à Nantes. Ainsi, vous voyez bien, monseigneur, que l'ordre ne vous concerne en rien.
Fouquet devint rêveur, et d'Artagnan finit de ne pas remarquer sa préoccupation. Pour que je vous confie la teneur des ordres qu'on m'a donnés, il faut que je vous aime et que je tienne à vous prouver qu'aucun n'est dirigé contre vous. Sans doute, dit Fouquet, distrait. Récapitulons, dit le capitaine avec son coup d'œil chargé d'insistance. Garde spéciale et sévère du château dans lequel vous aurez votre logis, n'est-ce pas? Connaissez-vous ce château? Ah, monseigneur, une vraie prison. Absence totale de monsieur de Gesvres, qui a l'honneur d'être de vos amis. Clôture des portes de la ville et de la rivière, sauf une passe, mais seulement quand le roi sera venu. Savez-vous bien, monsieur Fouquet, que si, au lieu de parler à un homme comme vous, qui êtes un des premiers du royaume, je parlais à une conscience troublée, inquiète, je me compromettrais à jamais? La belle occasion pour quelqu'un qui voudrait prendre le large. Pas de police, pas de garde, pas d'ordre. L'eau libre, la route franche. Monsieur d'Artagnan obligé de prêter ses chevaux si on les lui demandait. Tout cela doit vous rassurer, monsieur Fouquet, car le roi ne m'eût pas laissé ainsi indépendant s'il eût eu de mauvais desseins. En vérité, monsieur Fouquet, demandez-moi tout ce qui pourra vous être agréable. Je suis à votre disposition. Et seulement, si vous y consentez, vous me rendrez un service. Celui de souhaiter le bonjour à Aramis et à Porthos, au cas où vous embarqueriez pour Belle-Île, ainsi que vous avez le droit de le faire, sans désemparer, tout de suite, en robe de chambre, comme vous voilà. Sur ces mots, et avec une profonde révérence, le mousquetaire, dont les regards n'avaient rien perdu de leur intelligente bienveillance, sortit de l'appartement et disparut. Il n'était pas au degré du vestibule que Fouquet, hors de lui, se pendit à la sonnette et cria « Mes chevaux! Ma gabarre !» Personne ne répondit. Le surintendant s'habilla lui-même de tout ce qu'il trouva sous sa main. « Gourville! Gourville !» cria-t-il tout en glissant sa montre dans sa poche. Et la sonnette joua encore, tandis que Fouquet répétait « Gourville! Gourville !» Gourville parut, haletant, pâle. « Partons, partons !» cria le surintendant dès qu'il le vit. « Il est trop tard !» fit l'ami du pauvre Fouquet. « Trop tard ? Pourquoi ? Écoutez !» On entendit des trompettes et un bruit de tambour devant le château. « Quoi donc, Gourville ? Le roi qui arrive, monseigneur. » « Le roi ? Le roi qui a brûlé étape sur étape. Le roi qui a crevé des chevaux et qui avance de 8 heures sur votre calcul. Nous sommes perdus, » murmura Fouquet. « Brave d'Artagnan, va, tu m'as parlé trop tard. » Le roi arrivait, en effet, dans la ville. On entendit bientôt le canon du rempart et celui d'un vaisseau qui répondait du bas de la rivière. Fouquet fronça le sourcil, appela ses valets de chambre et se fit habiller en cérémonie. De sa fenêtre, derrière les rideaux, il voyait l'empressement du peuple et le mouvement d'une grande troupe qui avait suivi le prince sans que l'on pût deviner comment. Le roi fut conduit au château en grande pompe, et Fouquet le vit mettre pied à terre sous la herse et parler bas à l'oreille de d'Artagnan, qui tenait l'étrier. D'Artagnan, le roi étant passé sous la voûte, se dirigea vers la maison de Fouquet, mais si lentement, en s'arrêtant tant de fois pour parler à ses mousquetaires, échelonnés en haie, que l'on eût dit qu'il comptait les secondes ou les pas avant d'accomplir son message. Fouquet ouvrit la fenêtre pour lui parler dans la cour. « Ah !» s'écria d'Artagnan en l'apercevant, « vous êtes encore chez vous, monseigneur !» Et ce « encore » suffit pour prouver à M. Fouquet combien d'enseignements et de conseils utiles renfermait la première visite du mousquetaire. Le surintendant se contenta de soupirer. « Mon Dieu, oui, monsieur, » répondit-il, « l'arrivée du roi m'a interrompu dans les projets que j'avais. »« Ah, vous savez que le roi vient d'arriver ? » ?»« Je l'ai vu, oui, monsieur, et cette fois, vous venez de sa part ? » Savoir de vos nouvelles, monseigneur, et, si votre santé n'est pas trop mauvaise, vous prier de vouloir bien vous rendre au château. De ce pas, monsieur d'Artagnan, de ce pas. Ah, dame, fit le capitaine,
À présent que le roi est là, il n'y a plus de promenade pour personne, plus de libre arbitre. La consigne gouverne à présent, vous comme moi comme vous. » Fouquet soupira une dernière fois, monta en carrosse, tant sa faiblesse était grande, et se rendit au château, escorté par d'Artagnan, dont la politesse n'était pas moins effrayante cette fois qu'elle n'avait été naguère consolante et gaie.